Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. La gamelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien? Ich bin ein Berliner. Et si l'histoire donnait le tempo de la musique du présent? Ouvrez grand vos oreilles, vous êtes dans un podcast d'Histoire de lire. L'histoire, c'est maintenant et c'est avec vous. Vous êtes avec Napoléon révolutionnaire. Non, vous ne vous êtes pas trompé, j'ai bien dit révolutionnaire. Certains, dans l'air du temps, nous parlent plutôt de Napoléon comme un conservateur, voire un dictateur. L'historien marxisant Georges Lefebvre ne qualifiait-il pas le régime napoléonien de dictature militaire? Pourtant, le Petit Corse est bien le fondateur de la France contemporaine. S'il n'était qu'un simple réac-botté, nous n'en parlierons pas aujourd'hui. Napoléon est indéniablement un grand visionnaire, un réformateur, un moderne, ne l'oublions pas. Et pour défendre cette vision d'un Napoléon révolutionnaire, je suis avec Thierry Lenz. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, faut-il le rappeler, vous êtes directeur de la Fondation Napoléon et auteur au moins d'une quarantaine d'ouvrages, je ne les compte plus. Je voudrais vous parler tout de suite de ce sparadrap, en quelque sorte, qui colle à la peau de Napoléon et de son image. Je veux parler du 22 Frimaire de l'an 8. Napoléon écrit alors « La Révolution, ouvrez les guillemets, est finie ». Certains diront que Napoléon a arrêté, trahi, voire assassiné la Révolution. Comment vous comprenez cette affirmation de la Révolution est finie? Alors d'abord, la phrase exacte n'est pas ce que vous avez dit, vous l'avez raccourci comme font beaucoup de gens. La phrase exacte, c'est la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a deux phrases en réalité. Dans la première, on nous dit que la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, donc c'est plutôt les principes de 1789. Et puis, elle est finie ne veut pas dire qu'elle est terminée, parce que quand on prend le dictionnaire de l'Académie de cette époque, 1796-97, donc sous le Directoire, le mot « fini » a comme première définition « parfait ». Et comme seconde définition, terminée. Donc en fait, c'est même une habileté de langage qui a été utilisée par les consuls pour cette proclamation. La Révolution est finie, ça veut dire qu'elle est terminée, certes, mais surtout qu'elle est parfaite, et elle est parfaite avec les principes de 1789. J'enchaîne en vous demandant du coup de nous rappeler peut-être ce passé, ces responsabilités de Napoléon sous la Révolution, sa carrière véritablement révolutionnaire. Napoléon, comme beaucoup d'hommes de son temps, ne serait rien sans la Révolution. C'est elle qui a boosté sa carrière, comme on pourrait dire aujourd'hui. D'ailleurs, elle a commencé très petitement, puisqu'il était officier d'artillerie au début de cette Révolution. Il a pensé à un moment aller faire la Révolution en Corse. Ça ne s'est pas fait. Il a dû rejoindre le continent. Et puis, ensuite, les circonstances, en même temps que sa volonté, sa virtu, comme aurait dit Machiavel, ont fait la différence. Le siège de Toulon, il dirige l'artillerie, c'est lui qui permet la reprise de la ville. Il est nommé général à 24 ans, ce qui est un peu tard pour l'époque, parce qu'on nommait les généraux même parfois un peu plus tôt, puisque on avait guillotiné en masse les généraux de l'Ancien Régime, il fallait bien les remplacer. Le voici donc général de brigade. Et puis là, il va avoir encore 1-2 années difficiles parce que on ne lui trouve pas d'affectation, ou en tout cas d'affectation qui le satisfasse. Il fait d'abord un petit peu de topographie, ensuite d'abord un peu de transport, après un peu de topographie. Et puis finalement, il a même quelques jours de chômage, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'il n'a aucune affectation. Et il faut attendre 1795, la fin de l'année, octobre 95, pour les fameuses journées de Vendémiaire, où il est appelé par Barras à commander une partie de la garnison de Paris, et on peut dire que ce jour-là, avec Barras, il sauve la République, j'allais dire une première fois. Donc pour le récompenser, on l'envoie en Italie, la fameuse campagne d'Italie, dont les exploits font apprendre au monde que César et Alexandre avaient un successeur, comme a dit Stendhal. Et puis après cette campagne d'Italie, c'est la fameuse campagne d'Égypte. Et pendant ce temps-là, son image, à la fois de général républicain, mais aussi de gouvernant, parce qu'il a gouverné l'Italie, il va gouverner l'Égypte, cette image commence à s'installer dans le public, ce qui fait que
au moment où, pour la deuxième fois, il va sauver la République, en Brumaire en 8, et il est déjà bien connu du public. On a bien compris, donc c'était bien le général de la Révolution. Thierry, je vous propose maintenant dans notre entretien une liste de mots, j'allais dire un inventaire à la Prévert. À vous de nous dire s'il vous évoque ou non un Napoléon novateur. J'ai envie de commencer avec le mot peuple. Ah, le peuple, c'est à la fois le grand espoir et parfois un peu la crainte de Napoléon. D'abord, le peuple, il fonde son pouvoir sur l'approbation populaire. Alors, ça n'est pas une approbation populaire telle qu'on la vit aujourd'hui. Il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de convention citoyenne, il y a de temps en temps un plébiscite, il y a des élections tous les ans. Mais Napoléon veut tremper une partie de sa légitimité dans ce peuple. Mais ce peuple lui fait peur aussi. Il a assisté en 1792, le 10 août, à la prise des Tuileries. Il a vu jusqu'où un peuple en colère pouvait aller avec le massacre des Suisses. On dit même qu'il a sauvé d'ailleurs ce jour-là un Suisse. Et toute sa vie, il sera, il balancera entre la nécessité du peuple pour sa légitimité et la méfiance vis-à-vis du peuple pour sa férocité, parfois. J'enchaîne avec égalité civile. L'égalité, Napoléon est l'homme de l'égalité dans l'histoire de France. C'est celui qui a assis les principes de 1789 d'égalité civile dans nos lois, dans nos textes. Le Code civil, c'est le code de l'égalité. Antiféodal, sans intervention de l'Église dans le fonctionnement de l'État, avec une famille relativement libre, surtout la liberté contractuelle, qui n'est pas juste la liberté de signer des papiers, mais la liberté des accords entre les citoyens. Donc, véritablement, c'est l'homme de l'égalité, et une égalité dont il dira toujours que les Français la préfèrent à la liberté. Et lorsqu'on regarde un peu notre époque, ou lorsqu'on s'introspecte un petit peu, on s'aperçoit que Napoléon avait assez bien vu le caractère français. Alors un mot peut-être un peu oublié aujourd'hui, le bien commun. Ah, le bien commun, c'est le rôle que Napoléon, attribue à l'État. Pour lui, l'État est le garant du bien commun. Alors, le bien commun, c'est une société pacifiée, c'est une société organisée, c'est une société en ordre, car pour lui, c'est très important. Et le seul garant de ce bien commun, c'est l'État. Et ça, c'est relativement novateur. C'est relativement novateur. Napoléon a bien sûr ne retient pas les initiatives généreuses dont le bien des concitoyens est bien sûr l'objectif, mais pour lui, la seule entité, la seule institution qui n'existe que pour assurer le bien commun, c'est l'État. Si je vous parle de la reconnaissance du mérite. La reconnaissance du mérite est la base de la société à laquelle pense Napoléon. Il ne croit pas aux aristocraties, même si à certains moments les Bonaparte ont recherché leurs parchemins, etc., pour prouver qu'ils étaient de vieille noblesse, même si à certains moments et plus tard, Napoléon a créé des titres d'empire, mais il les appelait des titres décoratifs, ce qui ne donnait pas beaucoup de conséquences sur le plan aristocratique au sens habituel du terme. Le mérite, c'est récompenser ceux qui ont à la fois rendu service à la collectivité, évidemment, mais aussi ceux qui ont eu l'amour du métier, qui ont eu de la constance dans les efforts. Et ce qui est très, significatif avec Napoléon, c'est que comme en tout, il a voulu faire un système. Alors ce système, il est d'abord, bien sûr, créé avec la Légion d'honneur, mais il va y avoir toute une série de, non pas de procédures, ce serait peut-être un peu prématuré d'appeler ça comme ça, mais enfin de méthodes pour faire dégager les meilleurs de chaque catégorie sociale et de les promouvoir et de leur donner des fonctions. À l'époque, on peut donner ce qui est pour nous aujourd'hui des fonctions électives, on peut y faire monter des gens qui ne seront élus que par les assemblées primaires. On va les faire choisir par ces assemblées primaires, mais
C'est d'après le mérite qu'on va les choisir. Alors le mérite peut être aussi, comment dire, une convergence de vues politiques avec le gouvernement, hein. Ça fait partie aussi des mérites des citoyens pour Napoléon. Mais voilà, l'école aussi, les bourses, la création des bourses dans les lycées, c'est aussi quelque chose de l'époque napoléonienne. C'est un principe, la sélection des meilleurs, la promotion au mérite, c'est un principe qui a très très longtemps baigné la société française et qui, si l'on en croit les gazettes, aurait tendance aujourd'hui à s'estomper pour une autre façon de sélectionner ce qu'on pourrait appeler les élites. Alors, autre mot passé de mode, j'allais dire, et ô combien important dans l'organisation napoléonienne, c'est la centralisation. Ah, la centralisation. Alors, si je vous disais que je suis un centralisateur, immédiatement, vous me feriez les gros yeux, parce que c'est complètement démodé, c'est même contraire aux valeurs de la République, m'aurait-on dit à certains endroits. Et en fait, la centralisation, telle que l'a vue Napoléon, était d'abord un phénomène très neuf au moment où il prend le pouvoir. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un phénomène qui est tellement passé qu'il est très ancien. Non, c'était complètement neuf. L'organisation française était assez unique en Europe et au monde même, puisque tout partait du centre. L'État est au centre de la société comme le soleil, disait Napoléon. Et cette centralisation, elle avait bien sûr l'intérêt de rendre l'administration efficace, rapide, mais elle a eu aussi un intérêt qu'on oublie toujours, c'est qu'elle a terminé ce qu'on pourrait appeler l'unité nationale, l'unité et l'indivisibilité de la nation. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on parle de centralisation, même lorsqu'on la critique, voire même lorsqu'on essaie de la déchirer, parce que la centralisation, elle est aussi un facteur d'unité. Et on voit aujourd'hui, avec une décentralisation qui n'est absolument plus maîtrisée, il suffit de demander pour être décentralisé. On dit toujours, il faut rapprocher le pouvoir des citoyens, et ce serait la vertu de la décentralisation. Mais quand vous regardez le citoyen au milieu de toutes ces instances décentralisées, il ne sait toujours pas à laquelle il faut qu'il s'adresse. Et puis en plus, se créent partout des baronnies, des intérêts soi-disant collectifs, mais qui deviennent tout à coup antagonistes, des collectivités locales qui négocient des partages de compétences sous l'œil attendri des autorités gouvernementales. La centralisation, c'est l'unité nationale, mais c'est aussi l'efficacité de l'État. C'est pourquoi j'ose avouer à votre micro que je suis un centralisateur. Chapeau, c'est courageux. Et puis j'allais dire, effectivement, dans ce caractère novateur, c'était aussi une façon de lutter contre, vous parliez des baronnies, mais des formes de féodalité qui persistaient Bien sûr, à l'époque. C'est l'achèvement de la déféodalisation. Absolument. Parlons aussi des institutions. Si je vous dis Conseil d'État. Un Conseil d'État, invention napoléonienne, on dit toujours, parce qu'ils ont le même nom, que c'est le Conseil du roi, etc., etc. En fait, quand on regarde bien les choses, d'abord, la composition n'est pas la même, le rôle n'est pas le même, et on va dire, le fait qu'il entoure sans arrêt le souverain n'est pas non plus le même que les conseils du roi. Donc c'est une véritable création qui marque deux choses. La première, c'est que, certes, le gouvernement va être concentré, mais il ne peut pas complètement se couper du savoir sur les matières dont il va s'occuper. Alors, on crée ce Conseil d'État qui est composé de peu de membres, une trentaine au départ, mais qui sont les grands spécialistes des questions soulevées. Législation, guerre, marine, on a essayé le commerce, on n'a pas trouvé comment monter cette section. Et donc, ce Conseil d'État, véritablement, le conseiller du gouvernement avait déjà, sous Napoléon d'ailleurs, des compétences juridictionnelles. Il était déjà le tribunal de l'administration. Aujourd'hui, je dirais qu'à la fois ce Conseil d'État, il existe, on va dire, à peu près dans le dessein qu'avait créé Napoléon. Il y a eu une grande réforme sous le général de Gaulle. Mais aujourd'hui, on parle surtout du Conseil d'État dans son rôle juridictionnel, parce qu'il a pris beaucoup d'importance. En réalité, il ne faut jamais oublier que le Conseil d'État, c'est aussi celui qui aide le gouvernement à bien rédiger ses lois. Alors, dans les dernières décennies, ça n'a pas été une très très grande réussite, et c'est une instance qui est tellement valable, si je puis dire, que le monde entier l'a copié. Il y a des conseils d'État partout. Je voudrais maintenant, Thierry Lenz, que l'on s'arrête sur cette grande œuvre qu'est le Code civil de 1804. Pour vous, triomphe du patriarcat ou belle avancée politique et sociale ?
Alors écoutez, c'est bien sûr, il va falloir que nous parlions des questions qui fâchent quelques-uns. Mais d'abord, le Code civil, c'est quoi? Ça n'est pas prendre des articles de loi, puis les réunir dans un même cahier et appeler ça un code. Le Code civil, ça a été surtout la réflexion sur quelle société voulons-nous. Et ce code a été, d'abord, on a mis tellement de temps à le réaliser vraiment, puisque les premiers essais datent du début de la Révolution. Il y a eu 3 tentatives avant que Napoléon ne prenne les choses en main, ou le taureau par les cornes, comme on voudra, et a obligé à la rédaction du code, au fond. Hein. Alors c'est un code qui a été rédigé pas par Napoléon, évidemment. Il n'a pas pris une feuille de papier, un crayon, il a écrit le code, mais il y a eu, on va dire, probablement plus d'une centaine d'intervenants, tous de grands juristes, qui se sont dit d'abord: quelle est la société que nous voulons? Et la société que nous voulions, à ce moment-là, c'était la société telle que définie dans la première phase de la Révolution. Donc on a pris ces grands principes. D'abord, n'oublions jamais que le Code civil, c'est aussi un code politique, parce que le titre premier, tout le titre premier concerne la promulgation de la loi, dans quel cas celle-ci s'applique, et ainsi de suite. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que cette société? Alors c'est une société qui est d'abord une société ordonnée, ordonnée autour de grands principes, la liberté civile, on l'a dit, l'égalité tout à l'heure, donc liberté contractuelle, non-confessionnalité de l'État, c'est-à-dire les actes de la vie du citoyen sont ceux de l'État et non pas ceux de l'Église ou du temple ou de la synagogue, comme c'était le cas auparavant. C'est aussi une organisation pyramidale de la famille autour de ce qu'on a appelé à l'époque le bon père de famille. Le bon père de famille a disparu du Code civil il y a une vingtaine d'années. On l'a remplacé par le mot gestion raisonnable. Beaucoup moins poétique, mais sans doute bien plus actuel. Et puis, à partir de là, on a créé un certain nombre enfin, on a écrit les articles qui mettaient en œuvre cette société que l'on voulait. Alors, c'est un code qui a été tellement important en son temps qu'il a été copié partout, parce que c'était le code qui assurait l'égalité civile, la liberté civile et la fin de la féodalité. C'est le grand problème du début du 19e siècle. Et donc, partant de là, il est copié partout. Alors, ce code, il a bien sûr été révisé depuis, et justement, il y a des secteurs, mais jamais on a touché à l'ossature. On peut dire que tant que restera, j'exagère beaucoup, mais le plan du Code civil, on sera toujours dans le Code civil napoléonien. Et d'ailleurs, sur 2281 articles du Code à l'origine, à peu près la moitié sont encore en vigueur aujourd'hui. Ils sont bien écrits, ils sont faciles à comprendre. Ils laissent une très large place à la jurisprudence. Rappelons-nous toujours cette phrase de Portalis: les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Et c'est pourquoi le Code était bref, bien écrit, parce que c'était le juge qui devait interpréter. Aujourd'hui, on veut faire des lois qui prévoient tous les cas. Or, le législateur ne peut pas prévoir tous les cas, parce que quand il va en oublier, eh bien, ce cas ne s'appliquera pas, alors qu'un article général permettra de le faire. Alors, vous m'avez posé indirectement la question du statut des femmes. Évidemment, le statut des femmes est un statut d'inégalité juridique, à ce moment-là. Alors la chanson habituelle, le premier couplet, c'est toujours de dire: la Révolution avait libéré la femme, Napoléon l'a remise sous cloche. En réalité, la Révolution n'a jamais libéré la femme. Ça n'a jamais été ni son intention, ni son action. Les fameuses Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges et quelques autres, elles ont été ou guillotinées ou mises en maison de fous par la Convention, c'est-à-dire par Saint Robespierre et ses apôtres. Par ailleurs, les clubs féminins ont été fermés par la Convention. Et jamais, au grand jamais, la Convention n'a voulu faire des femmes des citoyennes. Voilà. Donc il faut le dire. Une fois qu'on l'a dit, on peut passer à la deuxième phase, qui est de dire que Napoléon, il est un homme de son temps. Il est entouré des juristes de son temps qui lui disent: voilà, la famille doit être organisée de telle façon, et il y aura inégalité juridique, non pas de la femme, mais de la fille par rapport à son père et de l'épouse par rapport à son mari. Alors, les juristes avaient une façon de le justifier à l'époque. Je sais bien que chaque fois que je le dis, les femmes de la salle s'arrachent les cheveux, veulent me mettre dehors, je ne sais pas quoi. Les juristes disaient la chose suivante: il y a bien sûr un assujettissement de la fille et de l'épouse, mais il y a une contrepartie qui est la protection personnelle et patrimoniale que lui doit le père de famille et l'époux. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Évidemment, on est pour la libération des femmes, évidemment. Il faut quand même noter que ce code
patriarcal, comme on l'entend dire parfois. Il a duré dans l'inégalité juridique jusqu'en 1965 pour les interdits professionnels et jusqu'en 1974 pour l'égalité juridique parfaite. Donc on le voit, la troisième, la quatrième et une grande partie de la Ve République s'est contentée de cette inégalité, certes qui était en réduction, mais elle existait tout de même. Et puis pour faire bondir encore plus l'auditoire, on peut dire que les premières lois qui allaient contre le Code civil d'origine ont été prises par le régime de Vichy. Et comme ça, le tour sera complet. Vous avez évoqué tout à l'heure les grandes religions. Est-ce qu'on peut dire que le Code civil est déjà un acte fondateur de la laïcité à la française ? Alors, c'est un acte fondateur c'est le lointain grand-père de la laïcité, c'est ce qu'on appelle plus généralement la non-confessionnalité de l'État, qui n'est pas là une proclamation de principe, c'est des solutions concrètes. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire l'État et les églises doivent être séparées, mais après, ça veut dire quoi concrètement? Alors, le Code ne parle pas de principe, il parle de solutions. Et les solutions, c'est la prééminence de l'état civil sous peine de nullité de l'état civil public, évidemment. C'est le maintien du divorce. Alors certes, rendu un petit peu plus difficile par le Code Napoléon, mais le divorce, c'est un point de conflit extrême à l'époque entre l'Église et l'État. Eh bien, Napoléon choisit d'imposer, de conserver la législation sur le divorce à ce moment-là. Donc on le voit, c'est mettre dans le concret la liberté des cultes proclamée dès 1789. Et là, encore une fois, on est sur la mise en musique concrète de la Révolution de 1789. Alors, Napoléon a toujours eu, j'allais dire, soif de synthèse entre l'ancien et le nouveau régime, entre l'ancienne légitimité pas encore complètement morte et la nouvelle pas encore totalement assise. Voilà, dans cette entre-deux, avant l'heure, j'allais dire, n'y a-t-il pas déjà une forme quand même de progressisme ? Oui, alors je vais maintenant vous faire tomber de votre chaise par le choc que je vais provoquer chez vous, en vous disant qu'au fond, Napoléon n'est pas un homme du futur. Napoléon, ça n'est pas un visionnaire. Napoléon, il n'a pas prévu le 19e siècle, il n'a pas prévu le 20e, etc. Non, Napoléon, il a été un homme de son temps, essentiellement. Or, vous l'avez dit, son temps, c'est un temps d'incertitude. Incertitude sur la légitimité, incertitude sur la situation extérieure, incertitude partout. Alors, lui, il va essayer d'être l'homme de la synthèse, on va dire, la moins mauvaise possible. Alors, on va dire que tout ça, c'est très net et, on va dire, absolument applaudissable, si je puis dire, jusqu'au tournant du règne vers 1807. Après, on se tourne plutôt vers une tentative de création d'une monarchie, d'une dynastie, etc. Mais Napoléon, il est embêté par la situation. Parce que quelle est sa légitimité ? Il a bien sûr la légitimité du 18 Brumaire, la légitimité matérielle. Il était l'homme, le seul qui pouvait tirer la France de ce mauvais pas. Mais une fois que c'est fini, les sauveurs, c'est bien gentil, mais il y a toujours le sauveur suivant qui arrive. Et là, Napoléon, évidemment, il est très embêté. Et au fond, comme il n'est pas l'homme de la vision, il aurait pu dire, moi je sais que dans 150 ans, il y aura un régime représentatif, et puis que ce sera le suffrage universel qui sera la seule source de pouvoir. Peut-être il l'aurait fait, mais il ne le savait pas. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se tourne vers des modes de souveraineté. Alors, assez récent, la souveraineté de la nation. Alors, on appelait ça la souveraineté populaire à l'époque, mais c'était plutôt la souveraineté nationale. Et puis, il va puiser dans une légitimité millénaire qui s'est arrêtée 8 ans ou 9 ans avant son gouvernement. On ne peut pas demander à des gens qui avaient 30, 40, 50 ans en 1793 d'avoir oublié tout ce qu'ils avaient vécu et tout leur système de pensée en 8 ans. D'autant plus que c'était 8 années au cours desquelles la République s'était surtout faite remarquer par la continuation de la guerre extérieure et par la répression intérieure. Donc voilà, Napoléon, heureusement pour lui, n'était pas un homme du futur. Il était vraiment un homme de son présent, il était un homme des Lumières, un homme de la Révolution, mais aussi un homme un petit peu de l'Ancien Régime, parce que, ma foi, c'était le système qui avait, bon an, mal an, assuré la stabilité au pays. Donc il est allé puiser un petit peu partout.
Alors Thierry Lenz, rassurez-vous, je suis remonté sur ma chaise et je continue à vous suivre avec délectation, comme je vous ai suivi dans votre dernier livre intitulé Pour Napoléon, aux éditions Perrin. Dans ce livre, justement, vous dénoncez tous les raccourcis de ceux qui ne prennent pas la mesure de l'épaisseur de la réalité de l'époque, hein. Vous affirmez qu'il est important de rétablir la réalité des faits. Quels sont, selon vous, justement, les principaux procès d'intention qui sont faits aujourd'hui à Napoléon et qui sont voilà, à côté de la plaque, à côté de la réalité? Mais Napoléon, c'est un homme en procès depuis son accession au pouvoir. Donc, si vous voulez, il a toujours été... Et comme c'est un homme insaisissable, parce qu'il est très paradoxal, y compris dans son action, alors il est tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à l'extrême centre, etc. Parfois, c'est un guerrier, parfois, c'est un homme de paix. C'est un homme complètement insaisissable. Donc, les critiques, elles ont été permanentes. Alors, vous avez noté qu'il y a 2 critiques qui sont sorties au moment de la préparation des bicentenaires. C'est le statut des femmes, on en a dit 2 mots tout à l'heure. Et puis, c'est évidemment le problème du rétablissement de l'esclavage en 1802. Alors, ça n'est pas une question historique nouvelle, hein. On ne peut pas dire que les historiens de Napoléon ont caché sous le tapis le rétablissement de l'esclavage. Tous les livres sur Napoléon, y compris ceux du XIXe siècle, parlent de ce sujet. Il est devenu aujourd'hui un sujet beaucoup plus sensible, on va dire une grande sensibilité contemporaine, on va dire sous la pression de militants, sous la pression de la cancel culture venue des États-Unis, et puis on va dire aussi en raison de la lâcheté générale par rapport à ce problème qu'on n'arrive pas à prendre de face, quoi. Alors, je vais essayer de le prendre de face. D'abord en disant oui, Napoléon a rétabli l'esclavage, oui, Napoléon a rétabli la législation de l'Ancien Régime, dont le Code noir, oui, incontestablement, la reprise en main des colonies, notamment la Guadeloupe et Saint-Domingue, s'est faite dans le sang. Alors avec des massacres des 2 côtés, si vous voulez, mais les troupes métropolitaines s'en sont données véritablement à cœur joie. Alors voilà, il n'est pas question de nier ce fait, il est question de l'expliquer, ce qui n'est pas l'excuser. Donc pour l'expliquer, la grande question, c'est pourquoi Napoléon, qui a libéré des esclaves à Malte, qui a libéré des esclaves en Égypte, qui à plusieurs reprises a dit qu'il ne rétablirait pas l'esclavage entre 1800 et 1802, pourquoi tout à coup, en mai 1802, fait-il préparer une loi de rétablissement, d'abord de maintien de l'esclavage là où il n'a pas été aboli, et puis il prend des arrêtés pour rétablir l'esclavage ailleurs? C'est ça la question. La question, c'est quelle était la situation du temps et qu'est-ce qui a poussé Napoléon à se renier, parce que c'est un véritable reniement. Bon, alors la réponse, elle tient en 2, peut-être 3 arguments. Le premier argument, c'est que on est en train de faire la paix avec l'Angleterre. Bon. Et les Anglais se disent, ma foi, ces Français qui ont aboli l'esclavage dans leur colonie, ils désorganisent complètement le système colonial. Donc on va favoriser la reprise en main des colonies. Et il faut toujours noter que l'expédition de Saint-Domingue, elle quitte la France alors que la France et l'Angleterre sont encore en guerre. Ça montre bien que les Anglais les laissent passer. Alors ça, on va dire, c'est une petite pression internationale. Mais la pression la plus forte, c'est une pression économique à l'intérieur du pays, parce que le commerce colonial de l'Ancien Régime, c'était entre 10 et 15% du PIB. Donc c'était l'automobile plus l'aéronautique de nos jours, et ça fonctionnait, hélas, seulement avec le système de l'esclavage. Bon, voilà. Alors ça, c'est la chose. Il faut du sucre, les gens veulent du sucre, il faut importer du sucre, ça a fait la richesse de tout le monde. Puis il y a un troisième élément, qui est un élément alors là, purement napoléonien, c'est de la géopolitique. Napoléon se dit, si je récupère la Guadeloupe, Saint-Domingue, si je les relance sur le plan économique, je vais récupérer la Martinique, j'ai déjà la Guyane, j'ai quelques petites îles des Antilles, je suis allié de l'Espagne, qui vient de me donner la Louisiane, qui domine le Mexique, qui a Cuba, etc. Ce golfe du Mexique, il va devenir un lac français, éventuellement franco-espagnol. Bon. Et avec ça, je contrôle la production mondiale de sucre. Donc, je deviens une puissance économique. Voilà. Alors, dans ce raisonnement, vous avez noté, il n'y a pas le facteur humain. Oui. Napoléon n'a pas tenu compte du facteur humain. Il s'en est même détourné, parce qu'il y a eu, bien sûr, des protestations. Alors, peu nombreuses, il faut quand même le dire, à l'époque. Mais bon, l'abbé Grégoire est allé le voir, etc. Mais voilà. Donc, c'est ça la vraie question. Après, je veux dire que qu'il y ait une forme de victimisation autour de cette question, c'est pas le problème de l'historien, c'est le problème du politique. Or, il se trouve que là, le politique est complètement silencieux, et que, par conséquent,
conséquent, comme il n'y a pas de répondant pour les indigénistes, les racialistes, les victimistes, etc., c'est les historiens qui prennent. On se fait accuser de tous les maux, de vouloir défendre un esclavagiste honteux, etc. On a même des fondations ayant pignon sur rue qui en accusent les autres. Voilà, donc il faut prendre le problème à bras-le-corps. C'est un problème qu'il faut moins négligé encore que par le passé, parce que encore une fois, il a été très étudié. Et puis, il faut qu'on travaille un petit peu ensemble. Il faut qu'on en fasse, plutôt qu'une mémoire qui nous divise, une mémoire commune, y compris en ayant des désaccords, parce que quand on a des désaccords, c'est quand même déjà la preuve qu'on a discuté. Merci Thierry Lenz de nous avoir rappelé les faits, tous les faits historiques. Comme mot de la fin, j'allais dire, j'ai envie de donner la parole au baron Fin, premier secrétaire de cabinet de l'empereur, qui écrit dans ses mémoires « Comme César, Napoléon avait été républicain avant d'être empereur, et comme César, il était peut-être le seul Romain qui eût gardé quelque chose de républicain sous l'Empire ». Mille merci Thierry. Je rappelle que le sujet de ce podcast est largement inspiré de votre dernier livre pour Napoléon chez Perrin. C'est un cri d'historien, j'allais dire comme un fleuve qui sort de son lit, comme un livre qui sort de son titre. C'est un plaidoyer pour l'histoire, qui par nature est complexe, un cri pour une recherche historique sérieuse. Lenz dénonce les sentences des épurateurs de l'histoire et autres déboulonneurs de statues. Ce livre pour Napoléon de Thierry Lenz fait du bien, en vente dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Un petit conseil, si vous voulez mieux découvrir l'histoire napoléonienne, la Fondation Napoléon, partenaire de ce podcast, a tout prévu et vous donne rendez-vous sur son site napoléon.org. Vous étiez dans un podcast d'Histoire de lire. Au micro, votre serviteur Vianney Malin remercie Lucas Barino et Alexandre Méron au son et toute l'équipe d'Artea Communication à la diffusion et promotion. L'histoire continue et c'est avec vous la suite au prochain épisode.